Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Matala et on va parler de psychologie, de mental, relié à l'entraînement, bien évidemment. Tout d'abord, merci d'avoir accepté, Merci Eric, ça c'est fait gentil. plaisir. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'avoir avec moi. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par parler d'entraînement, mais un peu plus en profondeur, c'est-à-dire on va pas parler, comme d'habitude, du nombre de reps, de Oui, séries, d'intensité, mais plus du mental relié à l'entraînement, c'est-à-dire tout bêtement, pendant une séance, mentalement, comment tu es, comment tu te sens, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu fais pour aller plus loin, pour progresser, tu vois, toute ton approche mentale reliée à une séance. c'est une question qui, forcément, qui va avoir plusieurs niveaux de réponse Mhm. parce que je pense que tu le sais aussi comme moi, ta vie personnelle va influencer tes performances et aussi ton travail de façon globale sur une préparation. Il y a des périodes où quand tout va bien, tu vas à la salle et tu n'as aucun facteur limitant, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, tout ce qu'on veut. Quand il y a aucun facteur limitant, normalement, on va à 200%. Ouais, On fait ouais. une de plus, 2 de plus, 3 de plus. Je me souviens, il y a peut-être 1 an et demi en arrière, quand je faisais ma prise de masse pour la dernière compétition que j'ai faite en classique, je faisais des squats à 185 kilos et j'y allais en série de 8-9 répétitions et je me poussais vraiment. Mhm. Tout allait bien, j'avais envie de progresser, j'étais sur une bonne lancée, structurée. Récemment, tu me dis: «Va à la salle, entraîne-toi sérieusement». J'ai du mal. Ouais, J'ai ouais. du mal parce qu'il y a, il va y avoir des problèmes qui vont venir faire que dans l'entraînement en soi, t'es pas concentré à 100%. Mais attention, il y a des gens qui arrivent à vraiment faire la part des choses, déconnecter les 2 sujets Mhm. et pour moi, c'est des gens qui sont très forts. Je n'y arrive pas pour le moment, Ouais. mais je vais y arriver. Donc, pour l'entraînement, au-delà du fait qu'on se sente mal, je pense aussi qu'il y a l'envie d'être meilleur que les autres, la Mhm. concurrence, la bonne concurrence, un peu d'ego aussi, c'est normal. Il en faut pour être un compétiteur, mais si tu veux être meilleur que les autres, il va falloir faire 2 fois plus que les autres. C'est sûr. Et tu le vis comment? Hmm. Toi, tu le vis comment? Alors pour ma part, c'est vraiment moi, c'est toujours une compétition contre moi-même. C'est toujours un combat contre moi-même et effectivement, moi, j'arrive à décorréler de mon état du jour. Je me laisse pas le choix et quand j'arrive, sur ma séance, déjà, je me suis conditionné psychologiquement. Quoi qu'il arrive, fatigué, tracassé, saoulé, ça reste à la porte et je fais ce qui doit être fait. Mmh. Mais évidemment, j'ai beau dire ça, si je vais pas bien, ça aura quand même un impact sur les perfs. Donc je vais me faire violence, Mmh. tu vois, je vais pas m'écouter, mais ça va être plus difficile. Je pense qu'on n'est pas tous pareils là-dessus, hein. Ouais. J'imagine à des degrés différents, bien sûr. Mais oui, c'est sûr que et je veux aussi faire un petit aveu, quand je vais à l'entraînement, si je vois un mec à gauche qui donne tout, ça va un peu me motiver. Ouais. C'est un peu comme quand tu vas à la salle, tu vois, monsieur Y qui range ses poids, monsieur X qui le fait aussi. Ce serait bête de pas le faire, donc tu vas ranger Mmh. aussi. Donc quand tu es en train de t'entraîner, que tu vois le mec à côté de toi, il en fait 2, 3, 4 de plus alors que sa série est censée être finie. Tu ce petit truc qui te dit: «Ouais, il Mmh. faut que moi aussi j'y aille». Donc c'est tout l'intérêt de s'entraîner dans un environnement Oui. qui permettrait de progresser et de prendre un peu plus à galon, de prendre un peu plus de risques. Et aussi une chose que j'ai tendance à me dire, c'est si tu vas t'entraîner à un certain moment sur une certaine durée, enfin, si à la fin de ton cycle, par exemple, de prise de masse, là, on est censé être le plus fort, là, on est censé avoir été le plus endurant possible sur ces séances parce qu'on a de l'énergie. Si à la fin, par exemple, de ce cycle-là, ou tout simplement quand tu vas à la salle, quand tu mets de l'intensité, si tu as pas peur d'aller sous la barre sur certains exercices, c'est que tu es pas en train de progresser. En tout Ouais. cas, c'est ce que je me dis. Des fois, quand je vais faire un hack squat ou un squat à la Smith Machine, la barre, il me fait peur. Je me demande même vraiment si je vais la pousser, si je vais y arriver ou si je vais me blesser. Je sais que la charge, en ayant fait ma surcharge progressive, en ayant fait mon volume d'entraînement hebdomadaire, Mmh. c'est-à-dire augmenter mes charges de semaine en semaine ou faire une répétition, une série de plus, parce que par exemple, à 190 kg squat en série de 8, bon, 200 kg, c'est un peu trop. Déjà, tu fais une rep de plus de semaine en semaine, Oui. c'est C'est énorme. énorme, ouais. Donc, quand tu vas sur cette barre, si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas en train de progresser. Vraiment. C'est ce que je me dis dans mon cas personnel. Et je le partage ici. Ouais, puis c'est intéressant, ce que tu as dit sur une rep en plus, c'est énorme. Parce que la surcharge progressive, souvent, c'est mal compris. Tu sais, on parle d'un truc en généralisant à mort,
Et c'est très contextuel. Et elle n'est pas la même pour un débutant par rapport à quelqu'un de confirmé, d'avancé. Et en plus, pareil, plus tu approches de tes charges max, plus gagner ne serait-ce qu'une rep, même d'un mois sur l'autre, ça peut être énorme. C'est même Enfin, c'est... littéralement difficile. Bon, Ouais. à des moments, c'est même impossible. Par Hmm. exemple, sur des mouvements d'isolation, sur des petits groupes musculaires, bah, bonne chance si tu dois mettre 10 kilos de plus, 5 Ah kilos oui. de plus, c'est Ouais. limite impossible. Donc, pour éviter parfois la blessure aussi, on va aller plutôt jouer sur d'autres paramètres, Mhm. hein. La charge, on vient en parler, l'exécution, Mhm. euh, la qualité du mouvement, Ouais. euh, le nombre de séries, Mhm. pourquoi pas le nombre de répétitions aussi, comme on Ouais. le disait précédemment. Et j'irai aussi plus loin, c'est que l'entraînement en lui-même ne doit pas être changé tout le temps. C'est pas normal de pas faire au moins 2 ans sur un même entraînement. Je m'explique. Quand tu viens de recevoir ton nouvel entraînement, il y a plusieurs étapes pour que ça devienne vraiment pour ton entraînement maîtrisé. C'est-à-dire, niveau 1, logistiquement parlant, j'arrive, je ne dois plus regarder mon téléphone pour savoir ce que je dois Oui. faire, etc. Quel nombre de répétitions. J'ai compris les techniques d'entraînement qu'on m'a écrit. Ça te prend peut-être 2 semaines. On a beau dire, mais voilà, parfois, pour être sûr, tu vas regarder quand même encore. Ça te prend peut-être même 2 semaines. Ouais, facile. Ensuite, le second palier qui lui prend vraiment beaucoup de temps, maîtriser les exercices. On n'est même Mhm. pas encore au niveau d'augmenter les charges. Ça peut te prendre facilement des mois et encore même des années pour certaines personnes. Oui. Donc une fois que tu as maîtrisé tes exercices, tout en essayant comme tu peux d'augmenter les charges, on arrive réellement dans le troisième niveau, la surcharge progressive. Avec les mêmes exercices que tu peux modeler selon la semaine. Par exemple, au lieu de commencer par le squat, tu peux finir par le squat tassé en jambes, Mhm. et finir par un squat et commencer par un squat, c'est pas du tout la même chose. Rien que ça, sans avoir besoin de changer ta séance, c'est plus du tout le même entraînement. Et pourtant, c'est la même structure. Enfin, la même ossature. Maintenant, quand tu as maîtrisé tes exercices, que tu vas augmenter les charges, tu arrives à un palier où bah, tu sais que 200 kg squat ou plus, c'est un risque inutile et que tu ne Ouais. pourras même pas soulever. Volume d'entraînement hebdomadaire, une rep, une série de plus, tempo lent, etc., etc. Changer l'ordre des exercices, peut-être changer même l'ordre des séances. Rien que Mhm. ça, là, on est sur au moins 2 ans. Et ça n'a pas d'intérêt de changer tout le temps d'entraînement. Tu n'as même pas le temps de maîtriser les exercices, tu n'as pas le temps de progresser dessus, tu n'as pas le temps de faire ce charge progressive. Ce n'est pas normal de changer tout le temps d'entraînement. Je le dis parce qu'en coaching, les gens veulent changer d'entraînement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, je le fais parce que c'est ce que veut le client, Mhm. mais c'est voilà, c'est pas bon. C'est ouais, c'est contre-productif. Et pareil, c'est ce que je me tue à expliquer. Donc, tout dépend des clients. Il y en a, après, ils comprennent, ils acceptent. Mais des fois, on a l'impression qu'on passe notre temps à se battre sur les idées préconçues des réseaux sociaux. Tu Oui, vois? oui, Et ça, c'est parfois usant. T'as beau expliquer, tu vois, avec toute la logique possible, ils pensent que c'est un type de programme précis qui va te faire exploser d'un coup. Alors que c'est un cumul, justement. mmh, C'est une accumulation de maîtrise sur les exercices, comme tu dis. Rien que bien maîtriser un exercice, ça prend du temps. oui, Même quand tu es avancé, des fois, quand t'as pas de regard extérieur et tout, quand tu passes un certain palier de poids, tu es un peu moins vigilant, hop, c'est un peu moins bien fait, genre l'arrière d'épaule, mmh, ça met du temps à réussir à être ciblé souvent. oui, Tu vois, c'est très compliqué. Donc, faut du temps pour tout. Pareil, en fonction de ton programme, si par exemple, quand tu es sur un split traditionnel, faut te dire que chaque exercice, tu l'auras fait qu'une fois par semaine, 4 fois dans le mois. mmh. Tu vas pas progresser très vite. Non, pas de truc. Donc, avec si peu de fréquence. Donc, pareil, tout ça, c'est contextuel par rapport au niveau de la personne, son expérience. Il y a tellement de paramètres. Mais donc, voilà, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'état de forme du jour sur une séance, dans tous les cas, te connaissant, que tu ailles bien, que tu ailles pas bien, tu vas faire ta séance. Elle sera peut-être moins bien, mais tu vas la faire. Et souvent, justement, c'est ce que j'explique aux gens, la problématique, quand on se repose que sur la motivation, Oui, c'est que bah, justement, quand ça va pas bien, t'es plus motivé, tu vas pas. mmh. Donc toi, comment tu fais pour gérer ça au niveau du langage interne? Honnêtement, je vais pas je vais être transparent, moi, c'est très compliqué quand je vais mal. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne super bien quand je vais bien. Je veux dire que je Oui. m'entraîne très dur, je suis hyper, concentré, mais j'ai pas appris à fonctionner quand ça va mal. Ok, d'accord. Je vais broder, mais ça suffit pas. Ouais. Je vais broder, je vais essayer de trouver
des solutions pour essayer comment dire, pas de bâcler, mais me dire que j'ai fait quelque chose. Ok, Mais c'est jamais suffisant. ouais, C'est dans ces moments-là que tu as l'impression de faire le yo-yo. Un jour, ouais. tu te trouves bien, un jour, tu te trouves mal, un jour... Et parfois même, tu n'as même plus envie de te regarder parce que tu te dis, bon, là, je fais de la merde. Hmm. Mais une chose est sûre, c'est que quand je vais à l'entraînement, dans les périodes où j'ai, on va dire, tous les feux au vert, parce que la fatigue, c'est pas un état qui te dissuade d'aller à l'entraînement, donc Mhm. on ne le compte pas. Parce que les meilleures séances que j'ai pu faire, où j'ai ressenti le plus d'adrénaline, le plus de dopamine à l'entraînement, c'est quand j'étais très fatigué. Parce que là, tu as ce sentiment en fait, la compétition, c'est maintenant. Ouais, C'est les derniers exactement, jours. ouais. Si tu dis, c'est là qu'il faut être dur, c'est là qu'il faut vouloir gagner, c'est là qu'il faut battre les autres parce que tu sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils en font 2 fois plus que toi. Mhm. Donc il faut que tu donnes tout. Dans ces moments-là, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été bon. Et c'est aussi parce que la hausse allait bien. Oui, ouais, Mais pour répondre directement à ta question, dans les moments où ça va mal, c'est compliqué. ouais. Mais j'essaye de broder pour me dire que j'ai fait quelque chose. Mhm. D'une manière générale, à quel moment tu sens que ça devient vraiment dur pour Ouais. toi mentalement? En préparation, Ouais. euh, on va prendre du coup deux situations différentes. Mhm. On va prendre celle que j'ai connue la plus difficile. J'en parlerai toute ma vie peut-être parce que Je te vois venir. honnêtement, Mhm. je crois que... Non, sincèrement, je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres gens qui aient fait ça pour perdre du poids. Ouais. Bah, du coup, classique 2023 au Portugal. En fait, c'est même pas que c'était devenu dur, c'était devenu une torture pour mon corps. Mhm. Un mois avant, je suis prêt, je t'enverrai des photos que tu pourras afficher à l'écran. Un mois et demi avant, je suis prêt. Sec, écorché, dur, dense. À partir de là, pap, 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 je tue mon physique. Trop de cardio, pas assez de glucides, déshydratation. À la fin, je suis flasque, je suis plus dur, je suis plus sec, je suis plus plein. Il n'y a plus rien. Donc à partir de là, tout ce que je fais, c'est... bah, j'ai construit avant. Là, je Mhm. suis en train de déconstruire, et même pas détruire ce que j'ai fait. 7 heures de cardio. Oui, c'est ça, c'est à cette période où tu Purée. allais marcher le soir, tout ça. Mais T'arrêtais pas. je t'explique l'anecdote. C'est l'anecdote, elle est folle. Je suis au Portugal. En fait, en préparation, c'est un peu bête, mais quand tu es formaté ton cerveau à faire des choses précises à un certain moment, quand tu ne le fais pas, il y a une énorme source de stress Mhm. qui te gangrène. Et comme j'avais l'habitude de faire mon cardio en fin de journée à la salle, je me disais que même marcher, c'est bête, hein, même marcher dehors, ça n'était pas suffisant. Ouais. Il fallait que je sois sur mon tapis à la salle, en train de marcher, en train de transpirer. C'était rassurant. Mhm. Parce que cognitivement parlant, quand tu en sèches, tu deviens un peu bête. Oui, oui, complètement. Et bah, aller marcher dehors, ça aurait été la même chose. Mais j'avais besoin d'une salle Mhm. de sport. C'était obsessionnel. Et je tombe sur quelqu'un dans la rue qui me connaît. Bon, bah là, super. Il m'ouvre sa salle. Et là, je vais sur le tapis tout seul. Le premier soir où on se croise, il est 22 h. Je commence mon cardio. Je marche, je marche, je marche. Et là, je lève la tête 3 h du matin. Je me dis, merde, j'ai laissé un mec là qui m'attend depuis tout ce temps. Et là, je vais le voir, je lui dis, écoute, on va rentrer, la prochaine fois, montre juste comment je dois fermer la salle, et je le fais. Il me dit, Ouais. avec plaisir. Il reste 6 jours avant la compétition, je reviens à 22 h. 22 h jusqu'à... non, 21 h jusqu'à 23 h, je m'entraîne. De 23 h jusqu'à 5-6 h du matin, cardio. Oh, putain. Purée. Mais il faut que je t'explique comment ça se passe. Je suis avec les garçons, Enzo, Steven, tout le monde. On est venu passer du bon moment ensemble, une compétition, c'était agréable. Mhm. Et là, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, partez. J'ai un peu bugué parce que à ce moment-là, c'était pas méchant, mais je l'avais dit sur un ton un peu sec parce que j'étais Ouais. très fatigué. Je leur ai dit, les gars, partez parce que j'ai pas besoin que vous soyez là. Ils sont là pour m'aider. Et encore, je leur dirai jamais merci, jamais assez merci, mais c'est parce que dans ces moments-là, tu as besoin d'être seul. Le moindre bruit peut t'agacer, la moindre Oui. petite lumière peut devenir insupportable. Et je me disais, les pauvres, j'ai pas envie que l'atmosphère devienne désagréable juste parce qu'ils sont là. Mhm. Je leur demande de partir. Et dans ces moments-là, t'es un peu minable parce que t'es en train de te bousiller, t'as pas envie, t'es fatigué, t'as un peu peur aussi parce que tu te demandes est-ce que je vais faire le poids. Ouais. Et donc là, je monte sur le tapis, je marche, je marche, je marche. 6 h du matin, je rentre, je m'effondre sur le lit, je dors. Et je dis dormir, c'est un grand mot parce que je dors peut-être 3-4 heures et je suis debout juste après. Mhm. Je ne me suis pas assez réveillé parce que quand je dors, c'est un peu comme dans les périodes de grande révision. Notre cerveau nous rebalance toutes les Ouais. informations qu'on a travaillées dans la journée. Et ben, pendant mon sommeil, c'était pareil. Mon cerveau me rebalance
toutes les périodes de préparation. C'est-à-dire quand je dors, je me vois en train de faire du cardio, je me vois en train de m'entraîner, je me vois en train de faire mes repas. Donc quand je me réveille, en fait, je suis pas réveillé, je suis plus fatigué que la Mmh. veille. Et je retourne au cardio le matin. Le soir, entraînement et cardio encore. Le dernier soir, je me souviens, je me pesais, je voyais, je perdais 500 grammes toutes les heures. Non, 500 grammes toutes les 2 heures, je crois. OK. J'étais complètement déshydraté, j'avais plus rien à perdre. Et je me souviens, j'avais des chaussures de marche Decathlon, des Kalenji. Mmh. Je me suis pris ça sur le tapis, sur le côté, et je suis tombé. Je me souviens que je me suis mis à chialer. Et heureusement que j'étais tout seul, hein. Je me suis bon, parce que ça m'aurait fait chier qu'on me voit pleurer, mais juste Bah parce que, oui. ça m'aurait pas fait qu'on me voit pleurer, mais juste parce que c'était un moment où j'ai craqué Ouais, c'est complètement. ça. Mmh. Et là, j'avais plus du tout envie de monter sur le tapis. Et là, j'ai mis mes mains comme ça sur le visage et je me suis endormi. Mais pleurer, c'est fatigant. Et je me lève, je vois que j'ai fait une sieste de quoi, 20 minutes, je crois, je sais plus. Et je remonte sur le tapis. Et là, je remonte avec un peu. C'est mon ego qui parle là, parce qu'à ce moment-là, ce qui est normal, on te Ouais. chambre un peu sur les réseaux, oui, il va pas faire le poids, etc. Oui, oui. Donc, du coup, quand moi je vois ça, là, c'est mon ego qui parle. Et je remonte sur le tapis. Et là, je marche pendant 1 heure, 2 heures. Et quand je rentre, il faut savoir que ma peau était tellement fine que quand je m'asseyais sur une chaise en bois, ça me coupait en fait. D'accord. Ça me faisait la trace et ça. Tu pourrais littéralement me couper en faisant ça avec ton ongle. Et ça me faisait la trace et mon corps il brûlait tout le temps, il faisait chaud, mais bref, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai fini par. En fait, quand j'ai quitté la salle le lendemain, ce Mmh. jour-là, le lendemain, quand je suis allé me peser, j'ai eu un total relâchement parce que, pas un relâchement sur la préparation, mais physique. Oui. J'ai senti que cette pression que j'avais au fond de moi s'était évaporée et que j'avais gagné. Ouais. Pas la compétition, mais pour moi, faire le poids, j'avais déjà Mmh. gagné. Et je me souviens, Patrick, il me dit quand je monte sur scène, ouais, mais t'es mou, tu fais ça. En fait, Patrick, je comprends pas que j'ai gagné. J'ai déjà gagné. Je parle pas de la compétition, hein. Ouais. Je parle du fait de faire le poids. C'était ça ma compétition. Dans ma tête, j'avais été déjà victorieux. Bon, mais il faut aussi dire que j'étais tellement épuisé Ouais, c'est ça. que faire les pauses qu'on m'imposait, Mmh. c'était compliqué. Faut comprendre que je sors de 3 mois de sèche, 4 mois de sèche, pardon, intense, 7 jours de cardio non-stop à quasiment 6 heures par jour, 6 heures, 7 heures par jour. Et aussi, d'une période où je mangeais quasiment pas de glucides, où je suis complètement épuisé. Parce que j'allais te dire, ouais, tu étais à combien de glucides par jour environ à ce moment-là? Les 7 derniers jours, je mange 200 grammes de poulet toutes les 3 heures. Ah, tu étais en 5 0 glucides? zéro. Ah oui, d'accord, ouais, C'était en pleine chiant de manger décharge, d'accord, OK. c'était Ah, chiant tu de un manger du légume, là, poulet. psychologiquement. Mais c'était chiant de manger du poulet parce que au contraire, ça me fatiguait de digérer Ouais. autant de protéines. Il fallait voir, je vais te montrer des photos, tu regardes mon visage, je parle, je suis pas là parce que Mmh. je suis complètement épuisé. Manger le poulet qui était dans mon assiette, c'était une épreuve. Mmh. Déjà, c'était dur à avaler, il fallait beaucoup d'eau. Mais au-delà de ça, comment le dire? C'est épuisant de digérer les protéines. C'est très long. Surtout quand tu as une décharge. Et derrière, le piège de la décharge, c'est que vu que ta sensibilité à l'insuline est au maximum, Mmh. quand tu vas remanger, ton corps, dès que tu manges des glucides, ton corps s'affole. Il veut tout manger. Il te demande tout ce que tu as. Et plus tu manges, moins t'es lourd. En fait, ton corps absorbe tout l'eau que tu as dans le corps. Et tu commences à dire, ouais, je veux manger ici. Moi, m'enfermer dans la chambre. Mais il fallait m'enfermer dans la chambre. Sinon, j'allais manger tout ce que je voyais. Et j'ai fait une erreur aussi, le premier jour de recharge, c'est que j'ai mangé 5 noix de cajou au lieu de prendre mon filet d'huile d'olive. Parce OK. qu'à ce moment-là, ton corps a l'habitude de digérer certains aliments. Il a oublié Ouais. les autres, il ne les connaît plus. Ça m'a tellement ballonné. La nuit, j'étais en. Je te parle de 5 noix de cajou, hein, vraiment 5 Ouais. comme ça, là. J'étais en sueur. Steven l'appelait Patrick, qu'est-ce que je fais? Il va pas bien. Mon ventre était comme ça. J'étais en PLS. Et laisse tomber, c'était n'importe quoi. Mais voilà, je vais donner un peu trop de détails, mais Non, non, mais justement, c'est intéressant. c'est la préparation la plus difficile que j'ai eue. Mais après, ça m'a aussi laissé des séquelles, hein. Manque de sommeil. Bah oui. Mon sommeil a été déréglé pendant très longtemps. Mmh. Euh, Beaucoup En fait, je n'arrêtais pas de me voir rêver en préparation Mmh. et d'autres rêves aussi C'était bizarres, mais obsessionnel, ouais. c'était ça en boucle. Extrêmement fatigué. Mmh. Les prises de sang parlaient d'elles-mêmes, hein. Il fallait refaire tout le stock de vitamines, J'imagine, etc. ouais. Et changement de catégorie, parce que je me suis dit, si je refais une deuxième compétition comme ça, moi, je pense que Non, je sors les pieds devant. ouais, C'était clair et net. c'est ça. Donc voilà, c'était la pire préparation. C'est ça, en plus, ça t'impacte tellement psychologiquement aussi. Ça influe sur les hormones du corps.
le stress, tout ça, donc tout est contre-productif, dans le fond. J'avais tellement mal au crâne, Ouais. ça devenait tellement dur à un moment. Moi, je voulais même pas sortir de chez moi. Le contact avec les autres devenait un peu hyper dur parce que ça me Mmh. demandait trop d'énergie, Ouais, c'est ça. trop d'énergie. C'est ça, souvent les gens de l'extérieur, sans avoir vécu ça, peuvent se dire: «Non, mais c'est du cinéma, ils en font trop» et c'est qu'en fait, on se rend pas compte quand le corps est dans ce tel état de stress, même nous, on se reconnaît plus, en fait. C'est pas Ah, une fierté d'être dans cet état-là. non, C'est une non, conséquence de toutes les actions qu'on a mis en place absolument. et quand on est dans ce moment-là, bah, c'est même nous, on se reconnaît plus. Ouais. On veut pas réagir comme ça, on veut pas être comme ça avec les autres. Mais on a tellement plus d'énergie, on est tellement vidé qu'on est plus en mode fuite-attaque. On revient en mode, tu vois, le cerveau, il repasse en mode animal. Et Heu, il y a un peu de ça, il y a aussi du fait que, bah, les hormones, mine de rien, hein, oui, oui. ça joue Ah dessus. oui, bah, en plus, oui, ça exacerbe le tout. Ah oui, tu verses de l'huile sur du feu, là, C'est quand tu ça. mets ça. Surtout que même moi, j'ai fait des sèches naturellement. Quand tu fais une sèche naturelle, déjà, Oui. ça te met dans un état. Mm. En fait, d'ailleurs, je sais pas ce qui est plus dur, une sèche naturelle ou pas naturelle. Ça dépend des points de vue. La sèche naturelle va être plus dure pour la durée. Ouais, C'est ouais, beaucoup ouais. plus long. Mmh. Et c'est du zéro écart. Bon, normalement, l'autre aussi devrait être zéro écart, mais voilà. Tu peux, Il y a- ça peut aider à mieux voilà, passer. il y a une Au autorisation naturel, légère. voilà. Au naturel, le moindre écart, tu le Bah, vois. naturellement, j'avais fait un écart en 2000, Musclemania, c'était quand? C'était 2018, je crois, C'était non? avant que j'arrive, je crois que c'était 2017. Ouais, et Ouais. bah, 2017, je faisais un écart avec des je me souviens, je m'entraînais à Basic Fit, à côté de chez moi. J'avais mangé des pâtes. J'avais mangé trop de pâtes et je me souviens, j'étais tellement mal que je allais me faire vomir parce que, bah, l'estomac, il avait rétréci. Je pense que Oui, c'est même ça. quand tu fais des préparations non natives, je pense que ton corps a quand même une certaine résistance Mm. et peut supporter des écarts importants, je pense. Là, parce que si j'avais fait cet écart-là maintenant, Tranquille. tranquille. Là, je l'ai fait là, comme ça, là. En fait, je n'arrivais plus à respirer. Il faut comprendre que j'ai mangé. Au bout d'un moment, je me suis arrêté net. Je sentais que j'arrivais plus à respirer. Du coup, j'ai été obligé d'aller à la salle de bain pour me faire vomir. Et là, je me sentais bien. C'était. Mais vraiment, enfin, mon ventre était dur. Mm. Mais c'est arrivé d'un coup, hein. C'est pas je mangeais et ça arrivait progressivement. Non, non, non. Une, deux, trois, quatre, je mange. Là, j'ai presque fini mon bol. D'un coup, je cale. D'un coup, mon ventre gonfle. D'un coup, j'ai du mal à respirer. Et là, je me suis fait vomir. Et je crois que ça m'a dissuadé de faire les écarts juste après. Ouais, c'est ça. Mais pareil, d'ailleurs, ouais, je repense, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur les noix de cajou. Et ça, c'est très vrai, c'est pour ça que souvent, on va dire que, surtout en fin de prépa, ne pas changer les aliments qu'on a l'habitude de manger. Parce que c'est le meilleur moyen de vivre ce genre de choses, hein. Oui. Si ton système digestif est plus habitué à tel ou tel aliment, prends pas le risque de le mettre la dernière semaine Ouais, avant une avant compétition, ta ouais. compétition, clairement. Ouais, c'est une perte de temps et d'énergie. Puis même, tu sais pas comment ton corps. Moi, j'ai réagi avec une digestion qui a été ralentie fois 1000. Ouais, Peut-être que d'autres personnes, ce sera un autre problème. c'est ça. Donc, vaut mieux rester sur ce qu'on connaît, sur ce que l'organisme connaît et Mm. jouer ça Ouais, pas prendre de sécurité. risques. Ouais, Ouais, c'est pas prendre de risques. c'est exactement ça. On va dire, on va extrapoler maintenant sur la discipline, au sens large, évidemment. Tu vois, on a Mhm, parlé d'entraînement, là, c'est bien, on a parlé de diète. mhm. Et donc, la discipline, concrètement, c'est quoi pour toi une journée disciplinée? En préparation ou dans la vie de tous les jours? Tu peux commencer en préparation et après, peut-être hors saison. Parce que préparation, c'est difficile, c'est différent. Bon, Oui. en préparation, donc la sèche, hein, c'est ça qu'on appelle la prep, Mhm. la sèche, c'est que une journée type, si on doit se lever tôt pour son cardio, euh, même si parfois quand on arrive à la fin, c'est dur de se lever, il faut le dire aussi. Bon bref, on se lève le matin, on fait sa morning routine, ses compléments alimentaires, on fait son cardio, on place son premier repas. Généralement après ça, oui, on dort. Moi, personnellement, c'est toujours comme ça. Ouais. Je me lève, je fais mon cardio. Et j'avais d'ailleurs à l'époque arrêté de faire du cardio en salle. Je marchais dans la ville. Plus simple, plus agréable et beaucoup plus de plaisir. Ce que je Et faisais aussi. je marchais même un peu plus longtemps que ce que je devais. Mhm. Et ensuite, je rentre, premier repas. Je me douche même pas pour te dire la vérité. Après le premier repas, je suis tellement assommé que je m'allonge sur le canapé. D'accord. C'est tellement... En fait, la digestion arrive tellement vite, c'est des flocons Mhm. d'avoine. Tu sais, ça gonfle tellement vite dans le ventre que dès que tu as fini, en fait, tu es comme ça, tu dors. Bon, généralement, c'était ça. Et ensuite, repas 2, repas 3. Et entre chaque repas, j'essaye de dormir.
Et si c'est pas le cas, à l'époque, on faisait des tournages pour, montrer la préparation, donc c'était souvent ce qu'on faisait. Ensuite, entraînement. Mmh. On revient à la maison, post-training, généralement, c'est cluster dextrine, EAA, whey isolate. Après, 4e repas, riz, poulet, pommes de terre ou ce que tu veux. Heu, non, ça c'est 4e repas. 5e repas, généralement, là, à ce moment-là, pour moi, c'était très peu de glucides. Donc les pommes de terre qui rapportent un volume important, Ouais. la salade, du poisson blanc. Dernier repas, pas de glucides, des œufs, 200 grammes de blanc d'œuf, je me souviens à l'époque, avec un œuf. Mmh. Et ensuite, on prépare le sommeil 1 heure à 2 heures avant. Donc le repas doit être placé à minima. Pour moi, je digère ça très facilement, c'est des œufs. Ouais. Donc à minima 1 heure avant, même si j'aime dormir le ventre plein. Et c'est une technique que je faisais en préparation quand j'avais très faim. Je mangeais et tout de suite après, j'allais dormir. OK. Parce que sinon après, je dors pas. Donc, une fois que c'est fait, 1 heure après avoir mangé, on prend les compléments alimentaires qui vont nous accompagner dans notre sommeil, donc du Mmh. GABA, de la mélatonine. Oui. Le NAC pour la protection hépatique. Mmh. Pour les compétiteurs, c'est littéralement indispensable. Je prenais quoi d'autre? Je prenais aussi du magnésium bicyclinate nuit, OK. donc qui va venir aider à la récupération nerveuse, physique et surtout, prolonger, notre sommeil profond. Ouais. Donc voilà, à peu près, c'était ça ma routine. Le matin, on recommence, hein, et donc la répétition crée la discipline Mmh. et le confort. Et le problème, c'est que quand on sort de la discipline et puisqu'on n'a plus l'habitude de faire face à des imprévus, c'est extrêmement compliqué. Quand tu es chez toi dans ta routine, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment tu le fais et tu sais à quel moment tu dois le faire. Quand tu voyages pour aller en préparation, moi j'y vais toujours une semaine à l'avance, c'est pour créer une nouvelle routine, Oui, pour être à l'aise rapidement. tu es obligé. Sinon, ça fonctionne pas. Ouais. Voilà pour ma part. Mais ouais, donc ça, tu sur, tes dernières préparations, on va dire, maintenant que tu es compétiteur aguerri. Mmh. Mais la toute première fois que tu as dû mettre ça en place, comment ça s'est passé? Ouais. Ta première compète, mettre en place une discipline, comment tu as fait, en fait? Et tu sais quoi? Étonnamment, Ouais. sur ma première préparation, j'étais irréprochable. OK. Ah ouais? Vraiment, Pour, Musclemania, c'était ta première? oui. OK. De toute façon, et Mania, à l'époque, je faisais pas de contenu. Oui, oui. Puis j'ai jamais vraiment caché quand je faisais des écarts, je le montrais Oui. quand j'avais du mal. Je pense que j'aurais fait la même chose. Mmh. Mais étonnamment, j'étais irréprochable. D'accord. En fait, à l'époque, c'était tout nouveau pour moi et je sors d'une période où je découvre la musculation et j'ai pas d'objectif de compétition. J'ai fait du foot avec des tournois tous les dimanches, plus ou moins. Heu, j'ai fait de l'athlétisme, bon, il y avait pas d'objectif de compétition, mais j'avais besoin de plus que d'aller à la salle. Et donc Mmh. quand on me parle de compétition et salle à l'époque, j'ai envie de je suis tout de suite, intéressé pour faire quelque chose de nouveau et j'étais irréprochable. La seule fois où j'ai fait l'écart et je te dis ça m'a me dissuadé d'en faire, c'est que je me suis senti tellement mal que ça a coupé ma respiration, le fait d'avoir mangé trop de pâtes. Je suis allé me faire vomir et ça m'avait dissuadé de faire des compétitions. Et à l'époque, comme on faisait ça en groupe, il y avait une bonne Oui. synergie et on s'entraidait en préparation. On se donnait des conseils. Donc c'est l'objectif qui t'a ton pourquoi, en fait, qui t'a permis de mettre très rapidement en place ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif, quoi. Parce que est-ce qu'à la Heu, base, tu étais quelqu'un de discipliné? Tu vois, c'est ça que je veux dire. moi, Ouais. hem, je dirais que j'ai plutôt tendance à être discipliné quand il y a un enjeu très Mmh. précis. Par exemple, si, tu me dis, je suis attendu pour un truc et je sais, heu, qu'il y a une forme de concurrence qui naît et que les gens regardent, tu peux être sûr que je vais être irréprochable parce que j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de gagner. Maintenant, est-ce que je suis quelqu'un de discipliné absolument, de façon générale? Honnêtement, non. Ouais. C'est que c'est quelque chose sur lequel je vais me faire un peu violence. Hem et j'arrive à me faire violence comme ça en préparation. Maintenant, sur d'autres aspects, oui, ça peut arriver que je sois pas irréprochable, Mmh. mais tu vas toujours en tout cas, je parle vraiment de la période de la première fois, hein. Tu vois, Oui. j'étais encore étudiant, tu sais, quand tu es un peu feignant et tu trouves les meilleurs moyens pour, voilà, pour éviter telle chose, donc tu vas trouver des trucs, rapides pour t'en sortir. Moi, c'était un peu ça. Mais, mais quand je me souviens, quand j'avais commencé avec Kissan, j'étais quelqu'un de très passif. Donc du coup,
J'attendais souvent qu'on fasse pour moi. OK, ouais. Mais dès que je suis arrivé avec Essane et que je savais qu'il fallait manger 6 fois par jour, bon, j'ai commencé à faire cuisiner moi-même, Ouais, j'ai OK. commencé à faire mes trucs moi-même. Et donc à partir de là, la discipline s'est dessinée sur les compétitions. Un peu plus, je crois que mes années où j'ai été extrêmement discipliné, peut-être aussi la difficulté l'était moins que dernièrement, Mmh. c'était première compétition, parce que avant, j'ai pas fait beaucoup de compétitions, j'en ai peut-être Oui. fait 4, hein. Mmh. Première compétition, WrestleMania, deuxième 2019 ou 2018, je sais plus, carte pro à Londres. Ouais, J'étais extrêmement discipliné. ouais. J'étais très, très discipliné. À Prague aussi, à Mmh. Prague, voilà, ça fait 3. À Prague aussi, j'avais pas pris ma carte pro, mais à Prague. J'aurais pu la prendre d'ailleurs, c'est que je m'étais pas inscrit d'ailleurs. À Prague, heu, ensuite il y a eu la première compétition au Portugal. Ouais, c'est qu'on L avait fait ensemble. Voilà, en fait, là, j'étais discipliné, mais il y a eu beaucoup de hauts et de bas parce Ouais. que à un moment, j'étais trop, trop, trop fatigué et heu et quand tu arrives dans ces moments où il y a de la frustration, tu ne progresses pas, tu es Mmh. ultra fatigué, tu trouves un moyen pour, en fait, tu te dis: «Bah, vu que ça marche pas, bah, je vais faire de la merde» Foutu pour foutu. et Mmh. voilà, donc c'était de la frustration. Ouais. J'ai peut-être fait 1, 2 fois, mais malgré tout, 2 jours avant, j'étais vraiment conditionné. Ouais. Mais, au moment de monter sur scène, bah, la recharge, j'étais un peu plat. Je me souviens, ouais, le jour des recharges. Ouais, j'étais un peu plat, bah, j'ai tellement vidé mes stocks de Mmh. glycogène. Par contre, l'édition suivante, j'étais monstrueusement discipliné dès la prise de masse. Ouais. Je loupais aucun repas, je dormais tôt. Je me souviens même que je prenais, de la mélatonine, le CBD pour dormir tellement je voulais avoir mes Mmh. heures de sommeil. Tu J'allais voulais tout m'entraîner optimiser. Ouais. le mat je crois que c'est la fois où j'ai tout optimisé. Parce que j'avais encore une fois cette bonne guerre dans l'esprit, la bonne concurrence. Les Ouais. gens ils disaient: «Il va pas y arriver». Moi je disais: «Je vais vous montrer le contraire». Peut-être un peu trop aussi, poussé sur le regard des autres, j'en sais rien, mais ouais, c'était ça qui m'a motivé aussi beaucoup. Et la dernière, un entre-deux, parce que je suis passé d'un niveau extrêmement exigeant, perte de poids, par rapport à ma taille, à Mmh. open, pas de limite de poids, un peu moins de souffrance sur la diète et c'est le piège, il est là. Oui. C'est que moi j'ai connu le stress très tôt au début de préparation et là c'était cool parce que, bah, il y a la fatigue mais ça va Mmh. et du coup le piège c'est: «Ah tu te relâches, Ouais. tu te relâches», mais j'avais quand même sorti un bon physique. Oui. Voilà l'historique des difficultés, disciplines de préparation. Ouais. Mais tu as connu ça toi aussi, mais en plus simple, hein, tu étais Ouais. Bah, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on n'a pas le même moteur. Tu non. vois, toi, je vois, tu as un moteur très externe et Ouais. moi, c'est toujours contre moi-même. Mmh mh. Tu vois, je prends jamais en considération, l'extérieur. Enfin, d'une certaine façon, si, tu Mmh. vois, mais sur le moment, en tout cas, je conscientise pas, j'y pense pas et c'est vraiment par rapport à moi-même. Tu vois, me dire: «J'ai été au bout des choses» pour être fier de moi, tu vois, pour être en accord avec, la promesse que je me suis faite avec moi-même. C'est toujours le truc le plus pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Eh bien, étonnamment, oui, je comprends ça et je l'ai aussi vécu que de cette façon quand je devais faire le poids, Ouais, mais je ne pouvais ne pas prendre en compte les avis bien extérieurs. Il y en sûr. avait tellement et c'est humain, bah, je voulais prouver Oui, bah, oui que et moi, je l'enjeu est pas le même, tu vois? bah, non, mais même si peu importe, moi, il y avait des Mmh. gens qui donnaient leur avis, Mmh. bon ou mauvais, on s'en fout. Mais le but, c'est qu'il y en avait et que moi, je voulais répondre présent, tout simplement. Je voulais dire, me dire: «OK, bon, il y a eu ça, bah, je vais répondre présent. Heu, vous m'attendez là, mais je vais être Mmh. comme ça» et c'est ce qui a été aussi mon moteur, je dois avouer, à des moments où je pensais que j'allais craquer complètement. Je me disais: «Non, je vais remonter sur le tapis, je vais faire le poids et ouais, je vais montrer que je suis présent». Avec moi-même aussi, c'était de me dire: «Il faut pas que je craque, faut pas que je lâche, faut pas que je fasse d'écart, faut pas que je bois une goutte d'eau de plus que ce qu'on m'a donné». Bah, c'est dur, hein, c'est extrêmement dur, mine de rien. Tu dois être vigilant sur tout, en fait. C'est très dur. Déjà qu'il y avait trop de choses qui allaient pas dans l'aspect récupération, j'arrivais même pas à dormir. Alors si même, contrôler mes apports en eau devenait difficile, alors c'était juste ça. Parce que si je résume un peu tout ce que tu as pu évoquer, le plus compliqué pour toi en termes de gestion disciplinaire, c'est le côté, diète, j'ai l'impression. Alors pas tant que ça, Ah ouais? pour te dire la vérité. Moi, ça va être, l'aspect logistique dans son ensemble. OK, Et l'organisation autour. ouais, pardon, l'organisation, complète Ouais. autour de la préparation. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où alors, je vais pas prendre l'exemple de la dernière préparation, c'est un peu biaisé. Ouais.
l'exemple de celle d'il y a 2 ans est plus concrète. Fallait que je me lève à une heure précise, que je m'entraîne à une heure précise, je mange à une heure précise, je dors à une heure précise. C'était pas possible de faire tout le temps la même chose. Parce que déjà, quand je me lève le matin, comme je t'ai dit, à un moment, il me fallait au moins 1 heure, parfois plus, pour que mon cerveau accepte l'idée qu'il doit bouger. Je me levais, j'étais déjà épuisé. Ouais. Et puis le cardio, ça fatigue, pas seulement physiquement, ça te bousille nerveusement. Et moi, je faisais ça tous les jours, et 2 fois par jour. J'avais des jambes très très lourdes. Et à cette époque-là, je faisais pas de massage, donc j'avais pas Ouais. optimisé tous Pas de les récup. paramètres. Ouais. Non, il n'y avait pas de récup, et clairement pas. Et donc, il y a des jours où je me levais à 7 heures, des jours où je me levais à 10 heures, il y a des jours où je dormais ouais. trop, je me levais à 11 heures. D'accord. Et tu sais, quand je me levais le matin, je me disais, j'ai dormi un peu plus que d'habitude, bah, c'est très bien. Ouais. Parce que ouais, T'en as besoin. je me couchais globalement plus ou moins dans les mêmes horaires, Mhm. maximum à 1 heure du matin. Mais il y a quand même 6 Ah oui, repas. tu te couchais tard quand même. Il y a 6 repas à manger. Il y a 6 repas à manger. Maximum, c'était 1 heure du matin. Il y avait quand même 6 repas à manger. Il y avait quand même du cardio à faire. Mhm. C'était pas simple parce que le matin, je me levais, c'était 45 minutes, 1 heure de cardio. Ensuite, il faut placer 3 repas à l'entraînement, rentrer, placer 2 repas, aller faire son cardio, 45 minutes, rentrer et placer encore un repas. Donc moi, je m'entraînais généralement aux alentours de 17 heures à 18 heures, les salles deviennent pleines. Donc ton entraînement qui est censé durer 1 h 30 max commence à durer 2 heures. Bah, tu rentres, bah, tu te reposes un peu, tu manges et tu dois ressortir 2 heures après pour aller faire 45 minutes de cardio. Bon, tu rentres, tu te douches, tu prends ton repas. Il est facilement 23 heures et tu te tends vers Ouais. 1 heure du matin. Il faut quelques minutes aussi de distraction qui fait du bien, qui ça te permet de déconnecter aussi. Ouais. Et donc, généralement, au plus tard, je dormais plus vers 1 heure du matin. Ok. Et parfois, une rêve, je sais pas si c'est systématiquement à 1 heure du matin, mais on va dire 23 heures, 1 heure du matin, la plage d'endormissement. Et par contre, le réveil, c'était très variable. Ça pouvait être 7 heures, ça pouvait être parfois même 6 heures. Hein. Et c'était pas moi qui choisis. Je me réveille comme ça. Ça pouvait être 8 heures, 12 heures, parfois même 13 heures. Mais vraiment, hein, les jours où je dormais le plus, j'étais content. Même si je Ouais. commençais ma journée l'après-midi. Quand tu as l'habitude de ne pas dormir et qu'un matin tu te réveilles, il est 10 heures et tu te sens reposé, C'est une jouissance. Ouais. alléluia. Ça fait tellement de bien. Mais vraiment, je ressens les sensations que j'avais au moment où j'étais très fatigué et où il fallait dormir. Mais je crois que la plupart des gens qui n'ont pas fait de compétition à ce niveau-là ne s'en rendent pas compte. Enzo, qui m'a accompagné dans mes compétitions, a fait un message en me disant, mais je comprends ce que tu as ressenti quand tu me disais ne pas parler fort, quand tu disais que tu te sentais pas bien. Ben oui, c'est extrêmement exigeant. Donc quand je pouvais me dire que dormir 1 heure, 2 heures de plus sans même le vouloir, c'est encore mieux, bah, je prenais ça comme du temps béni. Et ça me permettait d'avoir une journée plus productive. Ouais. Ah ouais, non, normal. Toutes ces préparations, en termes de sacrifice au sens large, Ouais. qu'est-ce qui a été le plus coûteux pour toi? Ouais, il y a forcément un peu les relations sociales. Ouais, c'est souvent On ça va ouais, qui on va est... s'esseler un peu. Ouais. Un peu le coup de la santé. Bah ça, oui. On ne met pas souvent dans les sacrifices, mais je sais très bien, au-delà des autres préparations, que celle du Portugal, Ouais. il laissera des séquelles. Je ne sais pas quand elles vont se manifester. Déjà, le sommeil, pendant un bon moment, ça a été des séquelles que j'ai dû broder pour que ça fonctionne plus ou moins bien. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a des séquelles qui vont arriver. Je pense qu'il y en a déjà. Système nerveux. Nerveusement, tu vois. douleur sous l'abdominale. Exactement. Pour faire simple, en sacrifice, bah, il y a le physique, hein, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect Ouais. social. Pour le reste, il faut le faire. Tu as un objectif, tu veux y arriver, tu te lèves et tu y vas, C'est ça. tout simplement. C'est ça, comme dans tout en fait. Il y a toujours des conséquences. Ça peut être maintenant, ça peut être Ouais. après. Bah, ouais, c'est comme ça. Exactement. Et on a vu donc qu'il y a beaucoup de friction dans tout ce processus, beaucoup de moments où je pense pas que tu vas me dire que tu avais envie d'abandonner, mais peut-être tu t'es posé la question ou... Envie Tu vois. d'abandonner? Ouais. À un moment, j'avais parlé de faire un trait dessus parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, je faisais alternance, training, compétition. Ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, j'ai arrêté Oui, pour me je me souviens. concentrer sur mes études. Ensuite, j'ai repris et à un moment, j'ai pensé à pas abandonner, mais j'ai pensé à arrêter une préparation et je l'ai d'ailleurs fait. Mhm. C'était, pendant
la qualification. Je me suis qualifié pour Olympia en 2023 ou 24, je sais plus. En tout cas, la dernière compétition au Portugal en classique. Ouais, On va parler que d'elle d'ailleurs, c'est une référence. toujours. Et Oui. pendant la préparation, Mhm. en fait, il ne se passait rien. Mon corps, il ne bougeait pas, je mangeais, il ne se passait rien, je faisais du cardio, il ne se passait rien. Bah, je me suis dit, mon gars, t'es tout le temps fatigué, t'as pas envie de sortir de ton lit, la seule chose qui t'intéresse, c'est dormir, il y a peut-être un truc qui va pas. Prise de sang, et là... Tout qui clignote. Alors attends, c'est en 2 temps. Ouais. Le laboratoire où je fais la prise de sang, je pense que c'est la chef du labo qui m'appelle, elle me dit, monsieur, ça va pas, pourquoi? Elle m'a pas mis carrément, mais ça va pas, il faut de la nuit et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, mes enzymes du foie étaient là. Bon, je la rassure, je dis, c'est normal, ça va redescendre, c'est la fin de la préparation, mais quand même, c'était très élevé. Mm. C'est la fin de préparation, ça va redescendre, mais elle était super inquiète. Deuxième panique, c'est que je vais voir un psychiatre, en fait, Ok. du sport. Ouais, il me dit là, il faut arrêter. Il me dit, bon, il faut arrêter, il faut laisser les hormones revenir, c'est pas la peine. Bah, du coup, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. J'ai des trucs pour dormir, j'ai des antidépresseurs, que je vais prendre pendant 6 mois d'ailleurs. Mhm. Et bah, moi, j'ai fait avec, hein, j'allume ma caméra, je dis, j'arrête la préparation pour l'Olympia. Et les gens tombent dessus. Je me souviens de ça. C'est compréhensible d'un point de vue extérieur, mais pour moi qui était à fond dedans, qui avait vécu ces moments difficiles de près, bah, qu'est-ce que je pouvais faire de plus à pas arrêter? Je risquais ma vie, je risquais tout en fait. C'est ça? Donc je me suis dit, bon, ok, bah j'arrête. Et je me suis toujours dit, au moment où il y a un risque concret qui se présente, je ne prends pas de risque. C'est du bon sens, en fait. Mais je pense que ma façon de communiquer a été perçue comme une faiblesse. Dans la mesure où je montrais toujours tout. Les bons moments, les défaites, Mhm. les victoires, les remises en question, les erreurs, les écarts, Ouais. etc. Pour justement monter ma réalité de la préparation. Je pense que ça a été perçu un peu comme une faiblesse par certains. Et c'est pas un problème. Ça peut être le cas aussi, parce que faire des écarts, ne pas tenir, c'est un moment de faiblesse. Donc à ce moment-là, j'ai concrètement arrêté la préparation. Penser à arrêter tout le domaine, bah, comme j'ai dit, c'était pour les études. Mais après, je suis revenu. Je me souviens, ouais, de la tempête que tu t'es pris en annonçant ça. Et je trouve ça vraiment triste, tu vois, dans le sens où, tu vois, ta démarche, justement, ça a été d'être transparent, d'être honnête. C'est ce qui est reproché à ce monde des réseaux en général, ce manque d'honnêteté. Toi, tu l'es, et on te le reproche aussi, tu vois. Mais bon, c'est toujours pareil, ces commentateurs de la vie des autres, c'est toujours la même chose. Parce que c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui vis ça, c'est toi qui es en souffrance, et eux, ils rigolent derrière leur clavier, tu vois. C'est usant. Bah, en fait, je pense qu'il y a des gens aussi qui avaient partagé une frustration vis-à-vis de la situation. Ouais, Ce que je comprends. Maintenant, pour le reste, je ne saurais dire quelles étaient les motivations des autres. oui. Oui, il vaut mieux pas chercher de toute façon. Voilà. Par rapport à tout ça, en allant dans des choses moins difficiles, quand tu es dans un processus de préparation, que tu sais ce que tu as à faire, est-ce qu'il y a des moments justement où bah, tu arrives à des moments de friction où tu vraiment pas envie, mais tu vas le faire quand même? Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu te dis justement pour passer outre ce moment de friction? Tu vois, est-ce que c'est un langage interne? Est-ce que Ouais, ouais, tu as des petits cheat codes? non, moi, c'est... En fait, moi, c'est de l'ego un peu. Toujours, ouais. En fait, non, c'est faux. Je vais mieux m'expliquer. Ouais. Comment dire? Euh, Il y a un peu d'ego, je peux pas le nier. Hmm. On a envie de gagner. C'est ça, pour moi, que j'associe à l'ego. Je veux être meilleur, je veux gagner. Hmm. Mais euh, il y a un sentiment très particulier quand tu es dans une zone d'inconfort et que tu performes. Ouais. C'est une sorte d'adrénaline très pratique. Tu vois, quand tu t'entraînes, tu mets une musique à un moment précis et ça te libère une énergie particulière. Et bah, dans des moments très compliqués de préparation, quand tu vas performer, bah, il y a cette énergie-là qui va se produire. Ouais. Et elle est incroyable. Ouais, c'est une forme d'état de flow. Voilà. Merci, c'est le flow. Mm. Ce flow-là, il a une portée. Ouais. Regarde, la sensation, en fait, je l'ai encore là parce que elle est incroyable parce que tu as l'impression que tu es inarrêtable. Ouais. Et bah, c'est ça qui me permet à un certain moment. Et bah, tu vois, pendant le cardio, ce moment-là, je Oui. l'ai eu parce que j'ai juste pensé au fait j'ai juste pensé au moment que j'allais pas faire le poids. Je me suis dit non, impossible. Je suis remonté sur le tapis. Il fallait voir. Je savais même pas d'où venait cette énergie. Et c'était incroyable. Et ça va m'arriver aussi, même en off, hein, quand je vais pousser une charge lourde, bah,
cette énergie va se déclencher, je ne sais par quel processus. Ouais. C'est incontrôlable, hein. Tu peux, enfin pour ma part, hein, je ne peux pas déclencher cet état consciemment. Et ben, en préparation, il y a beaucoup de moments où inconsciemment ça arrive. C'est que je suis là, je suis dans le mal, je suis fatigué, je me dis: «Non, je ne peux pas m'arrêter là» et ça vient. Surtout à l'entraînement. Hors Ouais. entraînement, c'est quand tu as faim, c'est plus dur. Ouais. C'est plus dur, c'est plus dur. Tu manges du konjac, à foison, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est ça. Ouais, après maintenant, un objectif à donner en fait, on fonctionne tous différemment. Il y a des gens qui, pour eux, leur motivation, ça va être leur état de base, hein, c'est-à-dire Mmh. être constant dans ce qu'ils font. Pour d'autres, ça va être, ils vont être égaux à eux-mêmes, ils vont être irréprochables. Moi, je pense à Marco Russe, par exemple. Mmh. C'est un mec que je regarde, Oui, je vois qui c'est. constant. Mmh. C'est irréprochable du début jusqu'à la fin et ça, quand tu le vois sur scène, Mmh. il est propre. Il y a des gens comme lui, il y a des gens où c'est un peu plus l'ego: «Ouais, je vais être le meilleur, je vais être Ouais. ci, je vais ça». On a tous notre motivation, je peux pas Mmh. donner à part donner un retour d'expérience, je peux Oui, pas c'est donner ça. de tips, voilà. Moi, je sais que c'est cet état de flow que je vais avoir à certains moments qui vont me donner l'impression que Mmh. je suis inarrêtable. Ça aide vraiment à l'entraînement. En dehors, ça se manifeste un peu moins, mais à l'entraînement, c'est un vrai plus. Parce qu'il y a des moments où tu as envie de prendre ton sac et rentrer chez toi. Ouais. Clairement, c'est ça, quand tu es dans cette démarche-là, il y a plus d'histoire de enfin, surtout sur la fin, il y a plus Mmh. d'histoire d'envie, de motivation, de trucs comme ça. Souvent, c'est du pilotage automatique. Ah ouais, clairement, hein. Donc et comme tu dis, c'est la structure, c'est le cadre qui font que tu arrives à le maintenir. Si tu te mets dans un endroit que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais Ouais. pas en préparation, Et c'est pour ça, c'est très important comme notion parce qu'on parle de préparation, mais parfois, c'est quelque chose que je vais conseiller à des clients aussi. Par exemple, quand ils veulent faire une grosse perte de poids, tu vois, pour avoir, un contexte le plus simple possible pour mettre de nouvelles choses en place. C'est-à-dire si chez eux, il y a plein de chocolat, plein de trucs, ils savent pas ce qu'ils vont manger, le frigo est à moitié vide et tout, bah, ils improvisent, Uber Eats, tu vois? Alors que si, tu vois, les courses sont faites toujours en amont, qu'il y ait que des trucs, bah, bons pour eux et qu'ils préparent aussi les choses en avance, ça change tout. Ça change tout, ils ont pas à y réfléchir et c'est beaucoup plus simple pour mettre les nouvelles actions en place. je vais donner un contre-exemple qui va pas te plaire, mais qui fonctionne très bien Si, pour ça moi. m'intéresse aussi. Bah, ça va pas te plaire. Par exemple, je sais que je peux avoir des envies de sucre en préparation. Ouais, Il faut que j'ai du sucre chez moi. d'accord. J'adore le lait. Moi, en préparation, c'est un truc que j'ai envie de boire tout le temps. Mmh. Si j'ai pas de lait chez moi, il faut comprendre que je vais aller en acheter. Et quand je vais en acheter, je vais réellement le boire. Toi, je sais que tu peux aller loin, ouais. Ouais, ouais, Je me vraiment très souviens loin. des histoires de beurre de cacahuète. Très, très loin, très, très loin. Mais, mais en fait, quand j'ai ce qui me donne envie à la maison, ça va, j'ai le contrôle. OK, Je me dis: «Bon, OK, c'est là, je sais que je peux pas en prendre». Mais si ouais. c'est pas là, il faut savoir que ça va m'obséder, je vais aller en acheter et peut-être que je vais pas arriver les mains pleines. Donc il y aura Mmh. peut-être des choses qui vont se perdre en route. Il va déjà Donc être consommé. ah ouais, clairement. Donc du coup, quand je suis en préparation, ce que je fais, qu'est-ce que j'aime manger? J'adore le lait, j'aime beaucoup, les fruits secs, Ouais. Ah puis je repense à Nice, quand je mais t'ai croisé au supermarché, c'était un sac de quoi que t'avais? C'était ouais, pas des noix de cajou oui, ou c'était les notes. un sac complet? En plus, ça m'avait tellement fait mal au ventre parce qu'en préparation, les noix, je les digère, mais alors pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est pas du tout, du tout, du tout. Je digère rien de noix de cajou en préparation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je prends les noix de cajou, je les bouffe sur la route, j'arrive à la maison, je suis en PLS, je m'endors. Mais plus important encore, je prends tous ces trucs-là, je les mets en évidence. Tu sais, je passe devant tous les matins. C'est une forme d'entraînement. OK, Et tant que j'y pense et que je regarde, je passe, tout va bien. Et dès que je sais que ça devient critique, je demande à quelqu'un de manger à ma place. d'accord. Je fais un transfert de Ouais, je connais. je fais un transfert et étonnamment, ça a toujours bien fonctionné, sauf quand j'ai pas ça à la maison. C'est pour ça que je disais que tu avais pas apprécié parce que moi, je sais que si j'ai pas ça à la maison, ça va devenir une obsession. Je vais aller faire les courses, avant de revenir je vais m'asseoir dans un parc, je vais avoir mon lait, mes noix de cajou. Je fais non, c'est pas Non, si possible. si ça fonctionne, moi ça me va, hein. Tu vois, la préparation Puis nous rend écoute, peut-être dingue en fait, des ouais, fois. Donc et nous on dingue. moi, c'est ça. Je prends, je mets à la maison, j'ai le contrôle. Mmh, Si je passe dedans, je fais rien, c'est top. mmh. Ouais, non, Voilà. non, je comprends. Non, et puis encore une fois, si c'est tu vois, je dis toujours, moi évidemment, bah, pareil, j'essaie de donner des conseils et tout, mais faut trouver ce qui nous correspond C'est absolument. et des fois, c'est pour ça, même tout à l'heure, tu disais: «Ouais, tu peux pas donner de tips et tout». Tu donnes une approche et peut-être que pour certains, ça leur donnera une idée Ouais. où ils vont l'adapter pour eux et puis c'est toujours ça.
tout ça, c'est un ensemble d'outils qu'on donne et qu'on ajuste en fonction de notre vécu. C'est pour ça que je parle toujours de retour d'expérience parce qu'en soi, à part donner, vraiment cette expérience que j'ai eue, Ouais. on est tous très différents sur ce genre de Mmh. choses. Je sais que ce que je viens de dire pour quelqu'un d'autre, c'est une hérésie. Donc il Oui. va Mmh. il en prendra pas compte. Ouais. Mais bon, c'est toujours marrant d'entendre comment les autres fonctionnent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, puis souvent, on s'en doute pas aussi et pareil, autant toi, bah, comme tu dis, tu es transparent sur ce que tu fais sur les réseaux, mais il y en a pas beaucoup qui le font au final, tu vois? Qui sont pleinement transparents et puis Mmh. des fois même, il suffit qu'on soit pas tombé dessus, on n'a pas vraiment conscience de ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette vision-là. Bah, chacun a un Mmh. peu son approche Mmh. et fait un petit peu les choses selon sa vision. Mais bon, moi, j'étais parti du principe que si quelqu'un d'autre regardait et qu'il avait fait de la merde et qu'il voyait quelqu'un d'autre faire, le dire, c'est un peu rassurant. Ouais, Ça te dit, bon, ouais, allez, c- je peux y arriver, même si je tombe une fois, je peux essayer de me relever et continuer à avancer, c'est pas une fatalité. exactement. C'est ça, ouais, c'est Qu'en faire de préparation, excuse-moi, non, pardon. vas-y, vas-y. Je disais parce qu'en préparation, quand on fait un écart, on a l'impression que le monde va nous tomber dessus, que la terre entière va brûler, mais en fait, non, ça va. Mais il faut pas que ce soit récurrent, tout C'est ça, simplement. faut apprendre. Voilà. Faut apprendre et ne pas reproduire autant que possible. Mmh. Et là, on parle d'écart en préparation. Et je pense qu'il y a un point qui est important d'évoquer aussi, c'est l'après-préparation, Ouf, où on m'en peut parle pas. tellement massacrer notre On physique. m'en parle pas, on m'en parle pas. Je suis le champion des après-compétitions. Des plus 10, Plus plus 10, 15. t'es gentil, 15, 20. On est plus dans 15 ans. Ah, je suis un petit joueur en Non, fait, mais moi. je ressemble à une patate douce mongolienne. Ma tête est gonfle, on dirait un poisson-chat, poisson-lune, c'est ça? Ouais, Poisson-lune. poisson lune. On dirait un poisson-lune. Non, mais c'est. Je m'enfermer dans une chambre, me mettre un bracelet électronique. Dès que je sors, ça me met un coup de taser, parce que sinon, c'est foutu. Passe compétition, c'est. Waouh, en fait, c'est juste que j'ai tellement été privé. Ouais. Par exemple, post compétition open, ça allait. Oui, c'est ce que j'allais te demander, ça te fait Ah toujours ouais, non, ou non, ça va. open, ça va? C'était Ok, très bien. J'ai gardé un très bon physique plusieurs mois, plusieurs ok. semaines après. Mais pas ce compétition classique, bon, non, c'est tombé. C'est 15 kilos 2 jours après. Tellement que, en fait, il faut comprendre qu'on prend autant de poids très rapidement. Bon, on a du mal à marcher, Ouais. on est essoufflé. Mais quand j'étais rentré du Portugal, mes jambes étaient comme ça. Ils avaient triplé de volume. Je me souviens, non, on était arrivé à Charles de Gaulle, je marchais pieds nus. Ah ouais, à ce Moi, point-là. j'avais enlevé mes chaussures, j'ai mis mes chaussettes. Bah, je rentrais plus dans mes chaussures. Mes pieds, je voyais plus mes chevilles. Tu vois, le rond là, je voyais plus du tout. Ouais, Bon, bah, du coup, j'ai fait ça, hein. ouais. Moi, ça m'a fait après Colmar. Mhm. Après les autres, j'ai plus réussi à me canaliser justement. J'ai appris, j'ai analysé pourquoi je fais ça. Et moi, personnellement, ce que j'ai compris par rapport à moi, mon fonctionnement, c'est ce côté, tu sais, que la phrase «La nature a horreur du vide». Et donc, ce que je veux dire par là, ton objectif est passé, il n'y a pas rien qui prend le relais, Mhm. bah, fallait que je compense, tu vois. Moi, Mhm. c'était même décorrélé du côté privation, tu vois. C'était vraiment, les gars, j'ai plus un truc suffisamment significatif à mes yeux qui m'anime, donc je vais compenser par la bouffe. Ouais. Et ce que j'ai fait sur les autres compètes, bah, systématiquement, je me fixais un objectif tout de suite derrière, pas forcément physique, tu vois, Mhm. juste quelque chose pour m'occuper l'esprit et pour prendre du relais. Et ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai pas refait les mêmes conneries parce que j'ai fait plus 10 kilos ouais, en 3 jours après Cogmar. Ouais, t'es très Tu vois. cérébral, en fait. J'étais, ouais. Ah oui, moi, à la mort. Ok. Et donc, depuis que je fais ça, ouais, évidemment, oui, le jour même, le lendemain, après, c'est bon. Ouais, j'arrive à me reprendre en main assez vite. Et à pas massacrer mon physique comme j'ai pu le faire la première fois. On va parler maintenant un peu plus de vision par rapport à tout ça. Un peu des réseaux aussi. Mhm. Parce que ça m'intéresse de voir cet aspect-là, parce que tu as quand même évolué assez vite sur les réseaux, surtout à la période, je me souviens, quand tu as été exposé au Brésil, où tu as pris un nombre d'abonnés très important d'un coup, Mhm. et je sais plus comment t'avais pas pris 80 000 assez vite, là. Je sais plus. Ça, ouais, bah, ça avait un peu choqué tout le monde. Et donc, ouais, voilà, je me demandais, toi, justement, par rapport à ta vie, à ta pratique, au fait que maintenant tu es très suivi, comment tu vis tout ça? Est-ce que ça a changé ton approche de certaines choses? Est-ce que Mhm. tu te sens aussi libre que tu l'étais avant? Tu Bah alors, vois? moi, de mon point de vue à moi, oui, hein, Ouais. rien qui a changé. Je vais toujours dans la même salle. Je m'entraîne toujours avec les mêmes gens. En fait, je suis toujours égal à moi-même Oui? ça n'a rien changé spécialement à mon fonctionnement. Juste, je vais toujours dans la même salle pour deux raisons. Du coup, parce que les gens ont l'habitude de me voir Mmh. et parce que aussi, c'est plus simple.
Pour l'entraînement, je m'explique. Les gens ont l'habitude de me voir, du coup, ils viennent plus te demander forcément des conseils, des Je photos. comprends. Ça, Mmh. en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça le fait pendant un certain temps, ça s'installe. Et du coup, il y a une sorte de routine. Bah, ils savent qu'ils doivent venir à la fin de l'entraînement Mmh. ou qu'ils doivent venir à un certain moment quand tu te reposes. Mais quand tu vas dans une nouvelle salle, bah, t'as pas cette Ouais. routine-là. Les gens, ils te voient pour la première fois et c'est pas méchant. Ils viennent discuter Oui, avec toi. ils sont enthousiastes. Voilà, on prend du temps pour discuter, mais derrière, l'horloge tourne. Mmh. Donc, du coup, tu te retrouves à passer 3 heures à entrer à la salle au lieu de une Ouais, heure, 1h15. Mais encore une fois, c'est pas méchant. bien C'est pour sûr. ça que moi, j'ai jamais changé de salle. Bah, Mmh. tu vois, je vais toujours dans les mêmes. Bah, tu vois, Vélizy, c'était tranquille. Mmh. On croise les mêmes têtes tous les jours. Même aussi à côté, là. Ouais. Bah, du coup, c'est ça que j'ai toujours fait. Ça n'a jamais changé pour moi. Mais par contre, au début, c'est vrai que j'avais un peu du mal avec l'approche des réseaux sur le volume. Quand je dis l'approche, c'est que à mon niveau avant, c'était Mmh. des petites taquineries, ça va. Mais Ouais, quand ça devient international, c'est bah, ça que tu je sais veux dire, plus, tu vois? Ouais. bah, du coup, tu le prends un peu personnellement et moi, on m'a pas préparé à ça. J'ai pas été formé pour faire face à ce genre de choses. Maintenant, heu, bah, j'étais livré à moi-même, bah, Ouais. fallait, fallait faire avec. Fallait t'adapter. J'ai fait quand j'ai fait je sais pas si mon nom était bien, mais c'est ce que je pouvais faire. Je me souviens à l'époque, ça me touchait vraiment. Ouais. Maintenant, moi je regarde, je swipe et puis voilà, c'est tout. Mmh. Ouais, ouais, tu pris, du recul maintenant et tout va bien, quoi, par Voilà, rapport à ça. c'est tout. Ouais. Mmh. Parce que ouais, bah, comme tu disais tout à l'heure, le moment, par exemple, où tu avais annoncé, que tu allais pas faire l'Olympia, là, tu t'es pris une petite tempête. Tu vois, ça, c'est Bah, en vrai, les gens sont en fait, je pense que les gens, ils ont juste été déçus pour la plupart. ouais. Il y avait un peu de tout, mais moi j'ai juste retenu que Oui, il y en a, tu sentais que c'était ça. Ils voulaient voilà, tellement te voir, il y c'était avait dans ce juste la sens-là. déception et moi aussi ça m'a Ouais. déçu, mais il fallait faire le choix le plus juste au moment où je me Oui. préparais. Mais je pouvais pas risquer ma vie, franchement. Oui, oui. C'était pas ça valait pas le coup. Puis il y avait pas une dimension aussi, tu vois, de mémoire, il me semble que tu avais parlé de ça, mais surtout que là, justement, on voit ton côté très compétiteur. Et moi, il y a un truc que j'avais compris, il me semble que tu avais dit ça, c'était, j'ai pas non plus envie d'y aller pour, être trop bas dans le classement. Ah oui, en fait, Tu vois, il y avait de ça oui. aussi, j'ai l'impression. Enfin, il y avait deux explications. La première qui était la plus importante et celle qui avait orienté ma décision, Mmh. c'était la santé. Oui, Quoi que normal. j'aurais fait, Ouais. le corps n'en pouvait plus. Fatigué, saturé, repos obligatoire. Si j'avais forcé, je serais arrivé avec la pire condition de Ouais. ma vie. Je serais arrivé épuisé, plat, moins beau qu'au Ouais. Portugal. Et Moins conditionné, moins tout. ouais. Et il n'était pas question que j'allais sur une scène comme ça, comme celle de l'Olympia, de cette Ouais. façon. J'avais pas de... Comment dire? J'avais pas le choix. Mmh. Donc la Ouais. première justification, c'était l'extension de ma pensée. La deuxième, pardon. La première, c'était factuel, c'était ce qu'il y avait devant moi et que je ne pouvais pas ignorer. Ouais, bah, oui. Tu vois, il y a le côté donc, compétiteur, on voit ton physique et tout, donc ce Mhm. qui est visible. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi et que t'aimerais évoquer? Tu vois, genre Mhm. le Stéphane en profondeur. Bah, je pense que les gens voient ce qu'il suffit, hein. Moi, je montre déjà ce qui est en rapport avec le sport. Mmh. Après, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Bien Sur les sûr. préparations, les préparations, physiquement, tu es à l'ouest. Mmh. T'as pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tu te laisses aller. Voilà, tu te laisses aller. Ouais. Maintenant, ce que les gens pourraient voir davantage, c'est d'un point de vue purement en curiosité intellectuelle, et ce serait pas bien de le faire, ce serait d'aller un peu plus en détail dans un protocole de préparation et justifier ces choix-là. Ouais. Intellectuellement, c'est intéressant, parce que des Mmh. fois, tu peux travailler avec des spécialistes qui vont te donner des explications qui seraient intéressantes à restituer devant la caméra en prenant soin de le faire de façon intelligible, parce que des fois, entre ce qu'on te dit et ce que tu penses avoir compris, il peut y Oui, avoir un monde. complètement. Mais ça, ce serait intéressant. Le Ouais. reste, bon, je pense que j'ai déjà suffisamment montré, j'ai déjà tout montré. Ouais. Voilà. Oui, c'est clair que tu es, quand même assez transparent sur tout ce qui se passe dans le cadre d'une préparation. Alors là, ouais, j'aimerais qu'on parle un peu plus du body, mais par rapport à qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie, tu vois, en tant que personne, au-delà donc du côté physique, qu'est-ce que ce sport t'a apporté, qu'est-ce qu'il t'apporte, qu'est-ce que tu penses qu'il va t'apporter,
Ce qui va m'apporter dans le futur, je sais pas. Ouais. Mais Pour le même en moment. termes de qualité, tu vois, que tu as pu développer grâce à ça, tu Mhm, vois, tout est... Parce que là, on a évoqué quand même pas mal d'aspects négatifs, donc maintenant, on va parler des aspects positifs quand même. bah, grâce à ça, j'ai pu entreprendre. Et Ouais. grâce à ça, j'ai eu quand même certaines disciplines qui s'est forgées pour le sport. Parce que comme je te disais, quand j'ai commencé très jeune, Hmm. avec Essal, j'ai commencé, je devais avoir quoi, 17 ans, 18 ans. Ouais, c'est ça. Et à cette époque, j'étais quelqu'un de plutôt passif. Donc, Hmm. j'ai quand même une certaine discipline. Et malgré tout, on peut critiquer les autres aspects de la vie, mais dans le sport, dans l'abnégation qu'il faut avoir pour la pratique et surtout dans la pugnacité que ça demande, parce que vraiment, il faut être tranché et pas lâché. Je le dis vraiment, là, je reviens encore cette putain de préparation. Ouais. Ouais, ça demande quand même un peu de pugnacité. Ah oui. Et ça, c'est des qualités que j'ai développées sur le tas, hein, Ouais. en lien avec la préparation. Peut-être que dans d'autres contextes, j'aurais un peu de mal à le faire, mais dans celui-là, Hmm. c'est clair que c'est une qualité que j'ai développée pour ça. Je pense que je pourrais encore aller plus loin dans cet aspect-là, ça demandera juste encore un peu plus de travail. Ouais. La patience dans le sport. Dans les autres aspects de la vie, je sais pas, mais dans le sport, ouais, je suis plus au patient. Ouais. Euh, le fait de vouloir faire plus, d'aller loin. Maintenant aussi, je suis dans une autre phase d'évolution, c'est-à-dire euh, continuer à performer dans une période difficile, sportivement, mais aussi personnellement. Ouais. Pourquoi? Sportivement, bah, j'ai arrêté, j'ai perdu un peu de masse, je me vois pas aussi bien qu'avant, parce qu'avant j'avais quand même un certain niveau qui a régressé. Mhm. Maintenant, il faut faire preuve de patience et travailler et encore plus de pugnacité. Ça joue forcément sur l'aspect personnel. On remet en cause ses objectifs, son approche, sa discipline, et tout ça, ça doit s'inscrire dans un cadre. Ouais. Et une fois que le cadre est posé, je travaille. Mhm. Et je suis en train de poser le cadre. Donc c'est aussi c'est une autre évolution. On a l'impression qu'on est sur une pente descendante, mais après notre discussion, je le vois plutôt comme une façon de prendre une direction différente. Ouais, c'est plus ça, ouais. Effectivement, c'est une phase de transition. Une phase de transition, ouais, c'est ça, parce que passer Mhm. du classique en open aussi, ça a été une transition qui s'est bien faite, Mhm. mais elle a encore à concrétiser. T'es qu'au début, Absolument. c'est ça. Un nouveau palier de croissance. On va essayer qu'il soit complet cette fois, parce que là, il est à moitié. Là. La route n'est pas encore faite. Et c'est normal, ouais, comme tu dis, il y a, encore une fois, il y a tous les autres aspects extérieurs au sport. Mhm. Et en prenant tout ça en considération, bah, il y a des périodes où il y a une sorte d'équilibre à trouver au milieu de tout ça pour retrouver une forme de stabilité pour pouvoir avancer à nouveau. Oui. Donc, ça prend du temps. Rien n'est simple. Mhm. Rien n'est facile, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu penses que tu vois, par rapport à ce qu'on peut voir comme commentaires sur ce sport et tout, sur les avis sur ce sport, tu vois, sur les gens qui voient ça de l'extérieur, qu'est-ce que tu penses que les gens ne comprendront jamais de ce sport? Tant que les gens ne l'ont pas vécu, tant que Hmm. les gens n'ont pas expérimenté la difficulté de la préparation, ils s'en feront une idée, mais Hmm. ils ne comprendront jamais. Ouais. On peut donner plein d'exemples sur la difficulté de la préparation, sur aussi l'aspect physique, mais ça, ce n'est que la surface du monde dans lequel on évolue. Parce que même entre compétiteurs, il y a Hmm. des écarts énormes dans la difficulté, dans l'approche d'une préparation, dans le vécu d'une préparation. Donc, tant que chacun ne s'est pas fait sa propre expérience, euh, le socle commun qu'on partage tous, qui est euh, bah, la dureté de la préparation et l'exigence Hmm. que ça demande, on se fera jamais une idée. Déjà, moi j'ai des discours autour de moi qui changent beaucoup, des gens qui n'ont pas fait des préparations et qui se sont lancés, qui me disent respect, Hmm. machin, ceci, ça. Et là, tu vois, je me dis, ok, les mecs, ils ont enfin compris pourquoi j'étais chiant sur les bruits, pourquoi je disais, s'il vous plaît, parlez moins fort, Ouais. euh, tirez les sacs moins brutalement, parce que le moindre bruit, c'était un enfer. Et tu parais être le casse-couille de service, mais Hmm. c'est pas de ta faute. Ton corps, il est en alerte permanente. C'est ça. Il est en permanence en train de se demander qu'est-ce qui m'arrive. Et toi, le moindre bruit, c'est
Déjà, ton frigo, je l'entends ici en préparation, ce sera un bourdonnement. Et je pense que toi aussi, ce serait le cas. Mais tu Ouais, ouais. deviens hyper sensible à tout et c'est chiant. Mmh. Et même pour toi, hein, parce que tu peux vite aussi perdre de l'énergie. Mais même parler, c'est épuisant en Ouais. préparation. Donc, du coup, tu peux paraître désagréable alors que tu es juste fatigué et t'économises tes forces. C'est pour ça que tu ne dis rien. C'est à peu près ça. Je dirais que pour vraiment comprendre ce milieu, il faut, même pour l'expérience personnelle, par curiosité intellectuelle, se lancer dans une préparation. Mais le faire vraiment avec, non, vraiment, ce serait intéressant, mais le faire vraiment avec, sincérité. C'est-à-dire que le travail, pas juste monter sur scène comme j'ai pu le faire pour narguer les compétitions, Oui, arriver gras et cetera, non. Le faire avec sincérité, honnêteté et voir ce que vous en tirez comme conclusion. Vous allez vous dire: «Bon, c'est peut-être trop de sacrifices pour rien», mais rendez-vous compte, premièrement, de la difficulté que ça implique et après, bah, je pense que comme tout le monde, on en tire des conclusions et voilà. mmh. Ouais, ouais, c'est une source d'apprentissage. Ouais. Parce que même, c'est ouais, on avait parlé de ça vite fait tout à l'heure, mais il y a un monde aussi entre faire une sèche de plage et faire une sèche de compète. Tu vois? Moi, C'est j'ai ouais, vu les ça. mecs pousser la sèche de plage très loin. Ah oui, bah, s'ils la Ah poussent pour ouais, une condition de compète, ouais, ouais. tu vois? C'est ça aussi, c'est Mais la nuance. en fait, la condition de compétition, elle est dans un autre univers. C'est ça. On ne peut pas comparer les deux. Une perte de poids et recomposition corporelle, bien sûr que c'est difficile. Quand tu fais 200 kilos et que tu dois descendre à 80, Ouais. évidemment que c'est dur. On ne dit pas que c'est facile. Mais il est plus facile de perdre 200 kilos que de perdre 20 kilos de muscle. Non, mais vraiment, hein. Il est plus facile de Mmh. perdre dans les premiers mois, à part la difficulté vous savez, de son poids à traîner, Mmh. à marcher comme ça, qu'est-ce qui va être difficile? Vous allez manger à votre faim, vous avez un estomac qui doit manger, vous devez manger plusieurs repas par jour pour perdre du poids en composition corporelle. Au début, ça va être dur parce que la faim. Mais je veux dire, physiquement, vous avez de l'énergie. Le gras, c'est de l'énergie. Mmh. Donc vous allez dépenser cette énergie. Et d'ailleurs, je regarde souvent des émissions américaines où c'est des gens qui doivent perdre du poids en extrémité. Les Ouais. premiers mois, c'est super facile. Ça devient dur, comme pour tout le monde, quand on a perdu la graisse en surface. Ouais. Quand il y a la graisse maintenant viscérale à laquelle on s'attaque, là, on est dans le vif du sujet. Là, ça devient très compliqué. Mais quand tu as un mec qui sort de sa prise de masse qui est déjà pas très gras, qui doit faire tomber 20 kilos, c'est un cadavre au bout de 2 mois et au bout de 2 mois, il est fini. Il Mmh. il a plus envie de parler, il est fatigué, même sourire, ça devient, beaucoup trop exigeant pour lui. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est vraiment ça le plus dur, quoi, et Mmh. qui est compliqué à comprendre. Et c'est vrai, d'ailleurs, le terme était parfait. Non, c'est quoi que tu as dit? C'était: «Tu es en état d'urgence?» Oui, tu es en Quoi? état d'alerte En état permanente, d'alerte, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'en en gros, permanence, ouais. par rapport à tes besoins caloriques, tu es en dessous, sauf que toi, tu t'entraînes comme d'habitude pour maintenir le maximum de muscles possible, avec plus de cardio que d'habitude. Mmh. En gros, tu as même pas un total calorique suffisant pour que ton corps fonctionne normalement, Oui, et toi, tu lui demandes en plus de t'entraîner comme d'habitude. impossible. Donc, ouais, il Non, c'est pas repasse en mode possible. instinctif, le corps. Non, c'est pas possible. Non, Et au-delà de parler, même c'est le processus. Pour ça, des fois, il y a des clichés, ouais, les bodybuilders sont stupides et tout. Mais oui, que si on prend comme référentiel ce qu'on est en sèche, oui, c'est mérité. Parce qu'on n'arrive plus à réfléchir, tout simplement. Donc, on est des légumes, hein. Bah, le référentiel en sèche, moi je pense surtout que c'est, se dire, qu'on a, qu'on n'intellectualise pas assez notre pratique et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Elle est même au Oui. contraire beaucoup trop intellectuelle maintenant. Donc tu dois pour faire ton développé militaire, tu dois être dans un angle parfait, Oh oui. heu Parce la qu'il y a une étude lumière qui a dit que la lumière doit être à 14 heures pile. Non mais laisse ouais, tomber, c'est du coup l'angle, l'humérus, aujourd'hui, on peut plus dire que le bodybuilding n'est pas intellectuel. Ça l'est même beaucoup trop et sur trop de sujets. Mais c'est vrai, tant mieux. oui, Mais j'ai envie de dire pour quelqu'un qui vient de commencer, bah, tu es tellement dans une avalanche d'informations que tu te noies ouais. et avant de te noyer, tu sais pas où t'accrocher, quelle information prendre. Du coup, tu coules et après quand tu arrives en bas, étant noyé par des avis différents et des approches complètement opposées parfois et avec quelques années de pratique, tu commences à remonter là doucement en te faisant ton Mmh. propre avis. Tu prends ici, tu prends là, tu construis ta pensée, ton approche aussi avec l'expérience du terrain, donc de la salle. Voilà. C'est ça, ouais, je trouve, là, on est vraiment dans une suroptimisation de tout, sauf que la base n'est pas là, c'est-à-dire juste s'entraîner, tu Mmh. vois?
Genre juste se faire un petit peu violence lors de la séance. Mmh. Tu vois, je parle pas d'échec, de juste forcer un petit peu. Parce que, évidemment, quand on regarde sur les réseaux, tout le monde s'entraîne à la perfection, ce qu'on sait dire et tout, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie réelle. Donc, moi, je tourne sur beaucoup de salles. Tu vois, et, depuis le temps que je m'entraîne, je Mmh. vois la même chose. Rien n'a changé, réseaux sociaux par réseaux sociaux. Je vois les mêmes choses. Et globalement, il y a des gens qui s'entraînent bien, fort heureusement. Mais la majorité, c'est au mieux pas terrible, que ce soit en termes d'exécution et surtout d'implication dans la séance. Bah, la majorité, ce sont pas des gens qui ont une réelle, envie de enfin, déjà, quand tu as un objectif précis, tu as une approche forcément différente et je pense que la plupart des gens à la salle vont pour s'entretenir après le boulot, sont fatigués, Bah, voilà, si je c'est dis ça justement, c'est que il y en a beaucoup qui viennent se plaindre après de leur manque de résultats. ah, C'est pour ça, tu oui, vois. Évidemment, c'est vrai que tu fais bien de dire ça pour que je oui. contextualise. Mmh. Je parle pas évidemment d'une grosse partie des pratiquants qui sont là effectivement pour se détendre, Mmh. pour du renfort musculaire tranquille et tout. Non, non. Moi vraiment, quand c'est vrai que souvent je m'emballe comme si on lisait dans mes pensées. Et en fait, souvent quand je pars dans ce genre de discours, c'est systématiquement pour les gens qui se plaignent de ne pas avoir de résultats. Mmh. Voilà, c'est bon, le contexte est posé. Et Exactement. donc, pour ces profils-là, souvent, et je leur dis la même chose, je dis, bah oui, mais écoute, j'ai observé un peu ce que tu faisais pendant tes séances, t'es tout le temps scotché sur ton téléphone, tes temps de repos sont interminables. Oui, d'accord, il y a une étude qui a dit que 5 minutes, c'est optimal, super. Mais t'en es pas là. Tu forces pas pour Mmh. mériter ces 5 minutes. Comme lors de notre séance tout Oh à là l'heure, quand on là. parlait de ça, les top 7. Ouais. Ok, pareil, le contexte. Mmh. C'est ça, le gros problème, c'est que vous faites votre culture sur du contenu qui dure 30 secondes, donc vous n'apprenez rien. C'est des choses sorties de leur contexte. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas forcément ce qui vous correspond. Mmh. Et voilà, donc tout ça pour dire que déjà la base n'est pas bonne parce que les gens qui vont avoir des résultats ne sont pas suffisamment engagés dans leur séance pour Ouais. avoir des résultats. Rien que ça. Une chose aussi intéressante, c'est que, les personnes qui veulent progresser sincèrement doivent aussi parfois accepter qu'il faut faire des choses qui ne sont pas, plaisantes pour elles. Ouais, Il faut se faire violence. ouais. Donc, quand tu vas me dire: «J'aime pas les légumes», qu'il t'en faut, bah, mange-les. Et crois-moi, quand tu vas arriver à un moment où on va te dire: «Tu dois manger 1000 calories par jour ou 1500», les légumes, tu les mangeras. Tu seras content. Ouais. Tu seras content de les avoir. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais si on vous dit qu'il faut forcer sur les répétitions, aller un peu plus loin, Mhm. ça fait chier. Mhm. Je pense à un ami à qui j'ai un peu forcé comme ça pendant l'entraînement et Ryan, si tu passes par là, je te dis bonjour. Mais ça se voit, en fait, il était pas content sur le moment parce que je peux comprendre, parce que Mhm. c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire et hem et heureusement, ça il y a des résultats, donc maintenant, c'est la nouvelle approche qu'il a, il y va vraiment à fond Mhm. et le résultat est là. Maintenant, quand on n'a pas l'habitude de le faire, je comprends que ça peut être un peu Ah énervant bah oui. d'entendre quelqu'un crier dans vos oreilles: «Allez, plus», ça peut être un peu chiant, mais c'est là qu'on progresse. Ouais, puis sans non plus forcer, sans partir dans du côté motivation américaine. Non, Tu pas vois, du moi tout. j'adapte, tu vois, je passe bon, toujours mon côté CRS. Mmh. Je passe souvent pour quelqu'un de très militaire, mais non. C'est marrant parce que tu as jamais été sérieux. Ouais, c'est ça le pire. Militaire, CRS, mais non. Et, et justement, dans mes clients, bah, j'ai beaucoup de femmes. Mmh. Et en fonction des profils, bah, je vais m'adapter justement et je vais pas leur crier dessus. Oui, bien sûr, Surtout enfin, que... tu m'entendais, c'était un ami. Non, mais oui, oui, voilà, c'est ça. Mais je vais quand même essayer de les emmener dans cette zone-là, mais progressivement. Bien Et sûr. notamment une qui a vraiment bien évolué sur ces derniers mois. Et c'est plus la même. Ouais. Tu vois, au début, c'est un petit peu d'inconfort, elle arrêtait. Ah, mais je peux plus. Mmh. Je dis, mais si, franchement, tu peux, crois-moi, tu peux. Juste une, essaie juste une. Petit à petit, elle faisait une, et là, maintenant, je dis plus rien. C'est On y limite va. elle qui en rajoute une, Mmh. sans que je lui demande. Ouais, bien Et tu sûr. sens, tu vois, elle En plus, je force, trouve elle va que chercher. ouais, pardon. Ouais, ouais, non, et ça fait plaisir. Et même elle, justement, bah, ça l'aide à prendre confiance en elle, elle voit qu'elle est capable de plus que ce qu'elle pensait. Et ça, au-delà du physique, ça lui apporte psychologiquement. Mmh. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et après, tu es dans une forme de cercle vertueux et t'évolues beaucoup plus. Et tu sais aussi, il y a une chose à noter, c'est que Mhm, je trouve que les femmes sont beaucoup plus sérieuses mhm. en coaching, au moins, Oui, que même en préparation, je sais pas, que les hommes. En tout cas, en coaching, je l'ai vu, elles sont beaucoup plus disciplinées, même quand elles bon, elles sont aussi plus exigeantes envers toi, hein, parce qu'elles attendent précisément et elles te lâcheront pas. Mais en retour, elles sont aussi exigeantes envers elles-mêmes, ouais. sur le Mhm. travail et tu sais que ça sera fait et que tu sais que tu auras toutes les données.
Quand ça va pas, elles le diront. Oui. Voilà, donc Quand il y a un écart, elles le disent. mmh mh. Et il y a moins ce côté égo, elles vont plus s'écouter. Mmh. Alors que les gars, ouais, il y a toujours un peu ce côté égo et ce besoin de mettre toujours plus lourd, alors que la technique est souvent pas assimilée avant. Ouais. Et ça, souvent, ils sont moins. Voilà, les femmes vont être plus patientes sur ce côté assimilation de la technique pour forcer, contrairement aux mecs qui veulent systématiquement, pas tous, mais une grosse partie, veulent systématiquement mettre le plus lourd possible en pensant que c'est la clé, alors que mettre lourd sur un mouvement mal fait, en fonction des gens, c'est pas forcément productif. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu On a fait le le tour, tour, ouais, des sujets que je voulais aborder. absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager en plus? Non, je crois qu'on a quand même beaucoup, développé sur plein de sujets et d'ailleurs merci de m'avoir invité, Avec c'était plaisir. très intéressant et bah, s'il y a des questions en commentaire, bon, on fera peut-être un deuxième épisode. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Bonne idée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.